Bienvenue au KFA. Bon, je vois des visages familiers, donc la plupart d'entre vous connaissent sans doute le lieu. Mais pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est un incubateur de start-up. On accompagne des projets innovants et on fait également de l'accompagnement digital des entreprises qui sont peut-être plus anciennes, plus installées, notamment des industries. Et on les aide à passer le cap digital. Donc le but des conférences qu'on organise tout au long de l'année, c'est que vous puissiez vous croiser, que vous puissiez avoir des thèmes d'actualité qui soient traités avec des chefs d'entreprise, des universitaires, des accompagnants comme nous. On a le plaisir ce soir d'avoir avec nous Philippe Tandeau de Marsac. Enfin, j'ai l'impression d'être dans un bocal là. On va faire les réglages au fur et à mesure. Donc Philippe Tandeau de Marsac qui est de Scalinov, un accélérateur de start-up du Grand Est. Et qui va nous expliquer notamment ce soir en quoi consiste la levée de fonds. Et deux personnes que vous connaissez bien dans le paysage vosgien, les fondateurs de Moustache Bikes, avec un S. Et donc Emmanuel Antonot et Greg Sand. Donc on va commencer peut-être par l'histoire de Moustache. Je pense que la plupart d'entre vous la connaissent, mais ça nous fait tous du bien de réentendre cette belle histoire vosgienne qui fonctionne. C'est moi qui m'y colle. Bonjour à tous. Moustache, c'est un projet qui a démarré l'idée a germé fin 2010. Moi, je travaillais déjà dans l'industrie du vélo, chez un fabricant dijonnais, et en fait, qui faisait partie d'un groupe. Et dans ce groupe-là, il y avait des marques hollandaises, et on voyait l'émergence, le vélo assistance électrique qui était déjà en fort développement en Hollande, mais sur un marché de mobilité, en fait, pas du tout sur un marché de loisirs comme l'était le marché français. Et il y avait des marques plutôt haut de gamme, performantes, et un développement qui était fort, mais ce qui est drôle, c'est que les early adopters, c'était les groupes 80+, donc les vélos pour les vieux, les gens qui s'étaient toujours déplacés à vélo et qui voulaient continuer à se déplacer à vélo. Et en fait, le marché sur l'Europe du Sud était très peu présent, mais j'avais perçu un petit peu la potentialité. En tout cas, je me suis dit, il y a de la marge pour faire des produits totalement différents de ceux qui existent. Les autres produits, c'était aussi plutôt ce que j'appelle des chinoiseries, des produits d'import. Et il n'y avait pas des produits dont j'avais envie. On ne trouvait pas sur le marché quelque chose qui pouvait en tout cas correspondre au marché français. Et là, j'ai proposé à mon employeur qui n'a pas adhéré, qui avait peur, enfin c'était une marque sportive, donc il avait peur que ça endommage un peu l'image sportive de la marque. Donc moi, j'étais assez vieux pour avoir de l'expérience et encore assez jeune pour avoir du gaz. Donc je décide de quitter la boîte et de monter, de réfléchir à plein temps sur le projet, de jeter les bases. Et puis assez vite, on arrive à un certain nombre de difficultés. Genre tout seul, c'était pas simple. Et voilà, donc par l'intermédiaire de notre expert comptable, on s'est rencontré avec Greg qui travaille lui sur un autre projet. Donc je sais pas si tu veux prendre la suite. Je suis obligé. Sinon vous allez rien comprendre. Donc effectivement, moi on s'est rencontré avec Manu fin 2010. Donc Manu a un profil plutôt technique produit. Moi je suis diplômé de lycéenne, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années principalement à l'export, et j'ai toujours été passionné de vélo. Et j'étais dans une phase où je cherchais plutôt une entreprise à reprendre dans les Vosges. On est vosgiens tous les deux, et puis on a nos racines ici, on y tient. Et effectivement, dans le cadre, au fur et à mesure des avancées, à un moment, l'expert comptable me dit je connais un jeune là, qui est en train de monter un projet autour du vélo, donc vous devriez vous rencontrer. Il semblerait que vous soyez très complémentaires. Et c'est ce qu'on a fait, hein. Fin 2010, on a posé, en gros, pour faire simple, on a posé nos CV l'un à côté de l'autre, nos compétences. On s'est dit, sur le papier, il y a un truc à faire. Après, on ne se connaissait pas, donc on a avancé sur des bases purement professionnelles. Et la chance nous a souri parce qu'on s'est toujours bien entendu. Ça a pris un peu de temps au début parce qu'il a fallu qu'on s'appréhende. On a rapidement mis beaucoup d'argent en commun pour se lancer mi-2011. Et voilà, je vais te repasser la parole parce qu'ensuite, en 2011, on a lancé, on va dire qu'on a posé les bases, on a lancé notre première gamme qui comptait 7 modèles. Et ensuite, tout s'est accéléré. Notre histoire, au-delà des produits, est une histoire de croissance. Alors là, je parle
de l'entreprise, hein, pas de moi-même, parce que avec la croissance, c'est un truc qui s'est arrêté relativement tôt. Donc j'avais aucune expérience en la matière. Mais voilà, donc c'est vrai on a vécu 10 années assez folles. On a régulièrement doublé la taille de la boîte d'une année sur l'autre. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de partager de l'expérience. On n'est pas des donneurs de leçons, on ne pense pas détenir la vérité, donc c'est toujours un plaisir de partager avec d'autres entrepreneurs qui peuvent se poser des questions. Mais voilà, c'est ce que je peux dire à ce stade. Alors, ce qui nous intéresse aussi là-dedans, c'est, on a quelques startups qui sont dans la salle et on a une question toujours existentielle, c'est par où on commence. Vous deux, vous avez pris un vrai risque financier, on va peut-être en parler aussi. Vous avez décidé, me semble-t-il, de vendre vos maisons, de mettre toutes vos billes quelque part dans votre projet. Ça a payé, parce qu'en un an, vous avez fait ce que vous deviez faire normalement sur 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est fait? À quel moment vous vous dites, ok, je vends ma maison, combien d'argent ça représente? Et puis vous connaissiez pas, vous n'êtes pas deux vieux copains qui décidaient de monter un projet. Comment on construit cette relation d'associés finalement quand on est dans cette situation? Je vais reprendre la parole. C'était facile de vendre la maison parce que je déménageais, donc je partais de Lyon, je revenais ici, donc quelque part j'avais pas le choix. Disons que j'ai gardé la mise de fonds pour tout mettre dedans, effectivement, plus toutes les économies. Et Greg, c'est pareil, toutes les économies, un peu la famille. Donc c'était extrêmement engageant parce que c'est pas un business model lié au service ou autre, donc on avait des besoins en cash flow qui étaient relativement importants. Donc pour lancer le projet, on avait besoin d'argent. Et puis quand vous remettez dans le contexte, 2010, vélo assistance électrique, personne ne connaît, notamment votre banquier, il ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas de marché, il n'existe pas, ou peu. Il existe en Europe du Nord, mais il n'existe pas en France. Le peu de données qu'on avait, c'était les chiffres de 2009 où il s'était vendu 15 600 vélos assistance électrique. Et puis vous vous dites, on va vendre 600 vélos la première année, on va en vendre 1300 au bout de 2 ans. On va les vendre à 2 fois le prix moyen du marché et on va s'appeler Moustache. Ils sont rigolos les deux jeunes. Mais en gros c'était ça. Donc il a bien fallu qu'on s'engage. Il a bien fallu et quelque part je remets pas en cause. Je peux comprendre la réticence des banques à ce moment-là. Ils ont financé les investissements. Je dis toujours ils ont permis d'acheter les étagères, les ordinateurs, les tables, les chaises, etc. Je grossis un tout petit peu le trait, mais on a quand même eu un accompagnement qui était limité. Et quelque part je ne remets pas en cause les décisions. Mais en fait, ce qui nous a un peu aidé, c'est que la première année, on a fait le chiffre d'affaires de l'année 3, donc on était rentable, on ne devait pas être à l'équilibre avant la 3e année, on l'a été dès la première année. Donc c'est ce qui nous a permis, du coup là ça facilite un peu quand même effectivement la relation. Et puis ça vous impose, ça vous permet de développer, de réinvestir en permanence. Donc c'est ce qu'on a fait continuellement, on a toujours réinjecté dans l'entreprise, on n'a pas dû prendre de salaire pendant 2 ans, on a toujours remis tout dans la structure. Vous avez le banquier en face qui vous dit il faut renforcer vos fonds propres. On était consommateur encore une fois de cash flow. On a presque doublé tous les ans parce que la première année on a dû faire 2 millions, aux alentours de 2,3 millions de chiffre d'affaires. Je crois 4,5 la deuxième année, etc. Donc mais on engageait quasiment en achat tous les ans le chiffre d'affaires de l'année précédente. Donc c'est un rythme qui est extrêmement soutenu, c'est extrêmement engageant. Et puis quand vous partez d'une feuille blanche, il faut tout construire. Il faut construire la boîte, et il faut construire l'organisation, il faut embaucher en permanence, etc. C'est un métier, en tout cas c'est un métier que vous ne savez pas faire à la base. Gérer de la croissance, c'est pas quelque chose que vous savez faire, donc que vous apprenez sur le tas. Et en tout cas c'est un exercice qui est intéressant aussi, épuisant mais intéressant. Et vous avez ouvert votre capital à un moment, vous avez fait une levée de fonds un peu plus tard. On va demander à Philippe Tandon-Marcel de nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste pour que tout le monde ait un niveau de lecture à peu près similaire dans la salle. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste? Alors, une petite anecdote, je travaillais dans un fonds d'investissement avant de rentrer en France, et quand on convoquait les startups la première fois, lorsqu'ils nous envoyaient un deck investisseur parce qu'ils voulaient nous contacter, on organisait une réunion. Et la première question que je leur posais, c'était mais pourquoi vous voulez lever des fonds? À quoi ça va vous servir? Et sur une statistique de 3 ans, notamment avec des centaines et des centaines de boîtes que l'on a rencontrées, même pas 1 sur 2 était en capacité de nous répondre de manière pertinente et tangible. Parce que derrière la sémantique de la levée de fonds, il y a toujours pour certains, ce mythe finalement,
que la levée de fonds représente une clé de succès parmi d'autres dans la réussite d'une entreprise, ce qui est extrêmement faux. Et donc il faut vraiment bien appréhender ce qu'est une levée de fonds. Alors effectivement, les startups, lorsqu'elles débutent leur aventure, il y a tout un écosystème, tout un dispositif d'accompagnement financier par le Pays France, que vous évidemment devez bien connaître, par le jeu des subventions, qui sont très importants depuis le début pour une société, par de l'apport capital propre, bien évidemment, de l'aide fiscale à l'innovation. Mais il y a un moment donné, s'il y a une étape que vous souhaitez franchir, s'il y a un palier qui se présente, une opportunité qui se présente, la levée de fonds en equity, j'entends, donc une ouverture de capital, peut représenter, ou va représenter, effectivement, une opportunité pour aller plus vite et plus fort. Alors, la levée de fonds, c'est quoi? Très rapidement, je reprends un petit peu les manuels, mais c'est important de le redire, c'est une entreprise qui va recevoir un investissement en fonds propres ou en quasi-fonds propres de la part de un ou plusieurs investisseurs, en contrepartie de quoi l'investisseur va avoir des droits dans la gouvernance de la société et pouvoir s'assurer aussi sur une suite sur l'évolution de son actionnariat. Donc au final, une levée de fonds, c'est une augmentation de capital par une prime d'émission. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut quand même souligner qu'il y a différents types de levées de fonds. On a des levées de fonds, moi j'aime bien en catégoriser trois finalement. Vous avez des levées de fonds dites d'amorçage, vous êtes au tout début de l'aventure, vous devez structurer une première équipe, faire un premier POC, commencer à penser à recruter les premières personnes. Donc on est sur des levées de fonds dites d'amorçage. Puis vous avez, qui sont de quelques centaines, dizaines ou centaines de kilos d'euros. Puis vous avez la levée de fonds dite de structuration, où là, véritablement, vous entrez finalement sur le deuxième étage de la fusée, où les choses sérieuses commencent. Vous structurez une vraie équipe, vous commencez à avoir du chiffre d'affaires, vous commencez à vous poser beaucoup de questions sur le modèle économique que vous avez structuré, que vous avez testé. Et là, vous faut des fonds supplémentaires. Et la troisième, et là je pense que Moussa Ajbak est allé directement sur ce troisième volet, c'est la levée de fonds dite d'accélération, où là véritablement vous avez besoin d'avoir du cash vite, fort, pour aller beaucoup plus vite, parce que si vous ne l'avez pas, les gens passent devant vous, les concurrents passent devant vous, et ça devient beaucoup plus difficile. Alors tout ce séquencement finalement de levée de fonds, cette séquence se fait grâce à des profils différents. Vous avez au tout début la love money, vous avez vos parents, vos cousins, votre grand-mère, vos amis qui vont vous donner un peu d'argent pour le projet. Et c'est nécessaire. Beaucoup d'entreprises, pratiquement toutes les entreprises, ont reçu effectivement de l'argent, on va dire de la famille, de love money. Et vous avez un cran au-dessus des business angels, des investisseurs qui sont soit structurés en club, ou bien des investisseurs indépendants qui vont emporter leur argent dans des projets dont ils croient énormément. Et puis quand on monte encore au-dessus, vous avez des fonds d'investissement, donc des fonds d'amorçage, des fonds de venture capital, et là on est quand même sur un cycle un peu différent, puisque ce sont des sociétés de gestion qui finalement gèrent de l'argent qui n'est pas le leur, puisque ce sont des souscripteurs institutionnels, des entreprises qui mettre de l'argent dans une société de gestion qui va investir dans des startups. Donc ces fonds d'investissement investissent dans des entreprises avec un espoir de ressortir à 5-7 ans avec un ROI. Donc comment dirais-je, ces levées de fonds, en fait, elles doivent interpeller dans le sens où il y a un accompagnement qui est fondamental à recevoir dès le début, parce qu'il est évident que c'est de l'argent qui coûte beaucoup plus cher que de la dette, parce qu'on y ponctionne évidemment des points de capital. Est-ce que tout le monde a tout compris? Bon, donc pour faire simple, on laisse rentrer des gens au capital, sous-entendu on prend une part de votre entreprise, ce qui va donner un certain nombre de droits. Vous avez ouvert votre capital, on était en quelle année à ce moment-là? 2015. Donc 2015. Et vous avez décidé de ne pas laisser rentrer entre guillemets n'importe qui dans votre capital, et vous allez peut-être pouvoir nous expliquer justement que beaucoup de gens sont venus frapper à votre porte, il y a beaucoup de gens qui voulaient mettre de l'argent dans votre entreprise, mais vous avez décidé de faire une sélection un peu particulière. Merci. Alors on sait déjà, c'était quelque chose d'assez inconnu pour nous, on avait effectivement beaucoup de sollicitations.
on s'est d'abord entouré de conseils pour essayer de comprendre quels étaient les formats d'investisseurs. Donc on a rencontré énormément de gens, tout type d'investisseurs, hein. Ça allait de personnes physiques fortunées à des family office. On avait des opportunités avec des industriels et puis des fonds un peu plus structurés. Nous, on a choisi un investisseur financier parce que quelque part, notre métier, on le connaissait, hein, on va dire, développer des produits, assembler des vélos et puis les commercialiser en France ou à l'export, voilà, on y arrivait à peu près. En revanche, on avait besoin de se rassurer et aussi de rassurer nos partenaires bancaires sur la partie financière. Donc on a opté pour un fonds d'investissement, donc des financiers dans le milieu du small cap à l'époque, qui étaient outillés pour accompagner des boîtes de notre taille avec nos problématiques. Et ça a duré 3 ans parce que comme Philippe l'a dit, il y a toujours un horizon de sortie, c'est important, associé à des objectifs. Donc vous savez quand ils rentrent et puis vous savez à peu près à quel moment ils vont sortir, puisque c'est le moment où normalement vous aurez atteint les objectifs que vous êtes fixés ensemble. Donc si vous allez vite, vous serez dans notre cas de figure, ce sera plutôt 3 ans que 5 ou 7. Et puis si vous n'êtes pas bon, ça peut aller au-delà des 7 ans parce qu'il ne sera pas opportun pour le fonds de sortir. Donc nous on a fait ce choix-là avant tout pour la boîte, parce que c'est vrai que quand on monte sa boîte, qu'on voit que ça marche, on peut avoir tendance à se dire on va pas laisser rentrer le loup dans la bergerie parce que ça se passait bien entre nous, les résultats étaient plutôt bons, mais en même temps on se posait plein d'autres questions parce qu'on était fatigué, on avait besoin de se donner un peu de sérénité. Et puis les banquiers revenaient systématiquement à la charge sur ces histoires de fonds propres. Et là on parlait plus de mettre votre maison en caution, puisque la maison on l'avait déjà mise plusieurs fois. On n'avait plus rien, quoi. Donc il y a un moment, vu les besoins qu'il y avait pour la boîte, une des solutions c'était de faire entrer un fonds. Et puis on s'est dit finalement il vaut peut-être mieux lâcher un morceau de la boîte et puis rester aux manettes opérationnelles et puis surtout avoir une boîte qui va bien, que de vouloir à tout prix garder ces 100% d'une boîte qui ira dans tous les cas moins vite, ça c'est sûr, et qui peut aussi aller moins bien, parce que les fonds vous amènent de l'argent, mais ils vous amènent aussi une forme de vision. C'est des gens qui vous amènent à vous poser beaucoup de questions, qui vous lancent des challenges en permanence. Ils vous amènent aussi à vous structurer parce que c'est important d'avoir une vision sur ce qui se passe au quotidien dans la boîte, d'avoir des indicateurs, et ça vous le faites au feeling au départ, mais à un moment quand vous le partagez avec des investisseurs ou même avec des collaborateurs après, c'est hyper important d'avoir cette lecture. Donc c'est un premier choix qu'on a fait en 2015. Donc on a renouvelé l'opération parce que notre premier investisseur est sorti en 2019. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que les formats d'investisseurs, ils correspondent à une taille de l'entreprise. C'est-à-dire que nous, on avait un certain nombre de problématiques à l'époque. Le premier fonds qu'on a choisi, il était habitué à travailler, à prendre des participations dans des entreprises qui avaient finalement les mêmes problèmes que les nôtres, alors pas dans la même industrie, mais qui se posaient à peu près les mêmes questions. Et ensuite, comme on avait encore beaucoup grossi en 2018, on avait dû faire, on était passé d'une dizaine à une cinquantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, les problématiques étaient différentes. On avait des sujets notamment à l'international, des gros sujets de structuration sur la partie RH. Donc on a changé de format de fonds. Le premier est sorti. On s'était tellement bien entendu avec eux qu'ils sont revenus sur le deuxième tour. On leur a fait une petite place symbolique, mais c'était important pour nous. Et là on est sur un format plus gros, donc avec des gens qui ont une vraie équipe opérationnelle, donc des spécialistes un petit peu dans toutes les matières. Donc quand on a besoin d'investiguer sur un sujet soit industriel, soit commercial, soit marketing, on peut frapper à la porte.
Et voilà, ils sont bien à nos côtés. Pardon. Juste revenir un peu sur la question du pourquoi aussi au départ, ce qui est extrêmement important, c'est si on se remet dans le contexte de 2015, on était à fond depuis le début, on appelait ça du sprint de fond, c'est-à-dire que vous êtes à bloc mais vous ne pouvez pas lâcher l'accélérateur, et justement on parlait d'accélération, c'est-à-dire qu'à un moment on s'était posé, comme disait Greg, un tas de questions que vous pouvez peut-être avoir. C'est-à-dire déjà, on a l'avantage d'être deux, donc de pouvoir s'épauler l'un sur l'autre, ça c'était clé, c'est encore clé aujourd'hui, et c'était je pense un élément important du succès. Mais il y a un moment donné, on se dit, putain, si jamais il y en a un qui part en sucette, si jamais il y en a un qui cartonne en voiture, si jamais... Donc ça, c'était des craintes qu'on avait. Effectivement, on était caution bancaire partout, puis vous ne pouvez pas mettre plus. On dit, est-ce qu'on prend les décisions pour les bonnes raisons? Et puis on s'est dit, peut-être une solution, c'est de temporiser un peu pour restructurer, amener un peu améliorer l'organisation. Mais si on était sur un marché qui était en développement fort, donc très concurrentiel, donc si vous ralentissez pour structurer un peu, tous les autres vous passent devant. Et on ne peut pas freiner sur l'autoroute, on ne peut pas s'arrêter. Et en fait, ce que disait, le pourquoi, quelque part, on s'est fait entourer pour en discuter, mais le pourquoi on l'avait. Et c'est ce qui nous a aidé à prendre cette décision. Et puis, encore une fois, les gens qui nous ont épaulés nous ont amené beaucoup de hauteur de vue, c'est-à-dire qu'ils nous ont aidé à regarder un peu plus loin devant, à prendre le temps. Greg parlait des indicateurs ou tableau de bord, KPI, et d'avoir ce que vous pouvez prendre au départ un peu comme une contrainte, mais vous voyez, une fois que vous les avez mis en place, vous voyez la valeur que ça peut apporter. Et c'est un peu le GPS, on en parlait tout à l'heure, c'est comme quand vous êtes au volant, puis avant il fallait regarder les panneaux, des fois vous vous trompez, vous reculez, là vous avez un GPS. Donc tout ça c'est un support qui vous permet de, sur des phases de développement fortes comme on a pu rencontrer, d'avoir une solidité, une sérénité. On a souvent parlé de sérénité aussi, qui vous permet de vous reconcentrer en plus sur vos métiers, et puis d'accélérer, de continuer à accélérer ou d'accélérer plus fort. Tu parlais à l'instant de freiner un peu sa croissance, puisque c'est le thème de ce soir aussi. Vous lisez sans doute beaucoup ou pas d'ailleurs, mais de papiers économiques sur des entreprises qui peuvent être en difficulté parce qu'elles ont un carnet de commandes pas assez rempli, etc. Ce soir, on a voulu vous montrer aussi un peu les coulisses de comment ça se passe quand finalement ça se passe bien, qu'on a une hyper-croissance, qu'on a beaucoup de chiffres d'affaires, mais que ça va presque trop vite pour la dimension de l'entreprise à un instant T. C'est-à-dire qu'au départ, vous êtes quand même que 2, aujourd'hui vous êtes 160. C'est pas rien quand on passe de 1 à 2 en termes de chiffre d'affaires, quand on double comme ça d'une année sur l'autre, ça suppose aussi de savoir qui recruter au bon moment. Et ça, c'est un gros sujet. Donc, est-ce que vous voulez nous en dire un mot peut-être aussi sur comment vous avez fait pour vous staffer? Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus tout seul. Oui, alors déjà, tu as mentionné un point important, c'est que souvent quand on parle de moustache, on voit les résultats. Donc on voit la progression, on voit le chiffre d'affaires, on voit les pays dans lesquels on vend nos vélos. Mais pour arriver à tout ça, c'est beaucoup d'efforts. Alors évidemment les nôtres au début, mais aussi tous ceux de l'entreprise. On a quelques collaborateurs dans la salle qui nous ont fait le plaisir de... C'est bientôt les entretiens de fin d'année, donc on a qui veulent marquer des points. Oui, c'était cool. Alors il y a la question du recrutement. La question du recrutement, oui, c'est vrai. Non, mais c'est un vrai sujet. Parce que ça a beaucoup évolué. Donc on recrute 2 types de profils dans l'entreprise. On a soit des gens qui rejoignent toute la partie plutôt production assemblage, ou quelque part on recrute beaucoup en local et sur des qualités de minutie, de sens mécanique, mais on forme beaucoup en interne. Donc je dirais que si vous êtes motivé, que vous avez ces qualités-là, vous pouvez potentiellement venir bosser chez nous, il n'y a pas de frein. Et puis après, vous avez besoin de compétences très spécifiques par moment. Donc quand vous les avez au début, que votre marque elle est pas connue, que vous êtes encore pas bien établi et que vous êtes dans les Vosges, c'est difficile, ça prend beaucoup de temps. Donc il faut beaucoup anticiper. Au stade où on en est aujourd'hui, c'est un peu moins compliqué parce que il y a une vraie marque, comme tu le disais tout à l'heure, une marque employeur, donc on a la chance d'avoir des CV qui tombent régulièrement et c'est quand même un peu plus facile. Et voilà, ça c'est une vraie fierté de se dire qu'il y a des gens qui changent de vie, qui déménagent avec toute leur famille pour nous rejoindre.
Donc c'est un sujet DRH, c'est très complexe, mais je pense que la principale chose à laquelle il faut penser, c'est qu'il faut l'anticiper. Et ça, les fonds nous ont aussi beaucoup aidé sur ce sujet-là, parce qu'au début, nous, on travaillait, on compensait beaucoup avec Manu, puis quand vous travaillez sur vos fonds perso, il y a des fois, vous préférez bosser 2 heures de plus par jour, ou beaucoup plus parfois. Enfin, dans tous les cas, vous compensez, puis vous vous dites que vous prendrez quelqu'un plus tard. Le fonds, lui, vous dit plutôt, si tu raisonnes de manière un peu plus lointaine, de toute façon, on va avoir besoin de quelqu'un. Donc, au lieu de lancer un recrutement dans le dur dans 6 mois, lançons-le tout de suite. Et c'est vrai que c'est aussi des réflexes qu'on a pu acquérir. Donc, on est un peu moins en retard aujourd'hui sur cette partie recrutement. Et voilà, on a beaucoup de chance parce qu'on a quand même des CV qui arrivent dans la boîte aux lettres régulièrement. Parfois des gens très bien, donc c'est super. Parfois. Ça arrive, sur un malentendu. C'est intéressant parce qu'on en parlait aussi avec Philippe sur la question du recrutement. C'est ce que tu me disais quand on préparait cette soirée. Tu me disais, ouais, mais en plus, les bons talents, ça coûte cher. Il faut le temps pour les recruter. Donc justement, en quoi un fonds d'investissement peut nous aider dans cette démarche? Alors c'est vrai que le fonds d'investissement, lorsqu'il investit, il investit sur l'équipe, les associés, sur le projet bien évidemment. Et il va pouvoir aussi apporter beaucoup de recul sur les erreurs à éviter justement dans le cadre d'embauche. Et justement ces erreurs qui sont souvent reconnaissables, notamment chez les startups, c'est pas un défaut, ils doivent apprendre aussi à ce niveau-là. C'est le fait de ne pas planifier, de ne pas savoir planifier finalement ces embauches et de ne pas savoir les hiérarchiser également. Et on retrouve notamment beaucoup de startups qui viennent de lever des fonds, qui veulent aller très vite sur les embauches, qui évidemment veulent faire vite, pas cher. Donc ils ne vont pas forcément, pour aller recruter des talents, utiliser des cabinets. Alors c'est pas, comment dirais-je, rédhibitoire de ne pas le faire, mais c'est toujours intéressant d'aller chercher des talents en interne dans un premier temps et en externe évidemment s'il n'est pas possible de le faire. Mais beaucoup de startups qu'on rencontre nous aussi ont du mal à prendre ce recul sur la planification de l'embauche. Donc ils vont prendre un CTO à la va-vite. Ils vont recruter je parle hiérarchisé, c'est-à-dire qu'ils vont recruter un directeur de communication parce qu'il y a un besoin de montrer plus rapidement le produit, la solution sur le marché, au lieu de recruter un directeur commercial parce qu'ils doivent aller vite. Et donc ça, on a des exemples précis sur des boîtes qui perdent énormément de temps parce qu'ils n'ont pas su hiérarchiser ce type d'embauche. Et les fonds d'investissement, effectivement, peuvent apporter ce recul et de par leur expérience sur les investissements qu'ils ont déjà constitués, leur permet d'éviter des problèmes. Et vous avez la chance d'être 2 associés fortement complémentaires, mais vous avez le CEO qui est victime du syndrome de la solitude de l'entrepreneur, qui doit prendre ses décisions seul, ou qui n'a pas envie de les partager, ça c'est un autre problème. Où est-ce que je veux en venir? C'est que le chef d'entreprise, finalement, dans cette trajectoire de croissance, il change de métier. Il était, si j'ose dire, chef d'orchestre, maintenant il était orchestre, on va dire, et maintenant il devient chef d'orchestre, il devient chef d'entreprise. Il doit être aussi en capacité de véhiculer sa culture d'entrepreneuriat, sa vision d'entreprise à ses propres salariés. Et ça va permettre effectivement non seulement, au-delà de la marque employeur, d'être attractif sur le marché, de retenir des talents et d'aller en chercher ailleurs. Je voulais revenir sur un point qui est important, je pense ça s'est bien passé nous avec les fonds qui nous ont accompagnés, mais pour une raison importante, c'est que le fait d'avoir été 2 justement depuis le départ, c'est qu'il y avait une grande transparence entre nous dans les discussions, genre, on partageait, on croisait nos regards, mais il y avait vraiment ces moments d'échange et de totale transparence. Et finalement, quand vous rentrez, quand un fonds rentre chez vous, dans un premier temps, vous direz est-ce que j'ai envie de partager les emmerdes ou pas, mais finalement, c'est justement ce qu'il faut partager. C'est
c'est notamment les bonnes choses, mais il ne faut pas mettre les trucs sous le tapis. Si vous avez une problématique, parlez-en et vous aurez plus de matière grise pour réfléchir, ou ou le fonds aura déjà rencontré cette problématique-là dans une autre participation et pourra vous donner les outils ou vous amener à rencontrer un expert sur un domaine en particulier. Et ça, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. Donc cette transparence, si un jour vous êtes amené à faire entrer quelqu'un, d'autres investisseurs, la question de transparence, je pense qu'elle est primordiale. Et c'est ce qui amène une relation de totale confiance et puis d'aller plus vite et d'aller vite ensemble. Dans ce que tu disais, Philippe, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est la notion d'anticipation, parce que je trouve ça extrêmement difficile. Peut-être que les startups qui sont dans la salle sont d'accord, et vous aussi. Ça m'intéresserait d'avoir votre regard là-dessus, parce qu'on parlait tout à l'heure des approvisionnements, parce que vous avez dû anticiper avec en plus un planning qui est compliqué. Mais peut-être que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez une problématique d'approvisionnement justement avec Moustache, et pourquoi c'est compliqué pour vous d'anticiper en fait. Je vais prendre le micro. Effectivement, dans nos métiers, alors c'est encore plus fort. Je vais mettre de côté la situation actuelle, on pourrait y revenir si on veut, mais je mets de côté la situation actuelle qui est très particulière. Mais depuis le début, dans nos métiers, on avait des besoins d'anticipation extrêmement forts. C'est-à-dire que pour produire nos vélos, il fallait anticiper énormément nos achats. On avait nos fournisseurs, notamment Bosch, qui nous fournit moteurs, batteries, etc., où les délais d'approvisionnement étaient à 6 mois. J'ai reçu un certain nombre de composants, on était à 3 mois, c'est quelque chose de relativement encore assez simple à gérer. Et pour le développement des cannes, c'est un peu plus complexe, parce qu'il faut lancer on les développe, ils sont sous-traités en fabrication, mais il faut lancer vos outillages, approvisionner la matière première, les pièces semi-transformées, les pièces de forge, les tubes, les fers soudés, les approvisionner, etc. Tout ça, ça prend du temps. Donc en gros, il fallait qu'on cadence nos achats une année à l'avance. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, on disait ce qu'on allait faire, et il fallait qu'on mette tout en œuvre pour faire ce qu'on avait dit. Ça peut paraître simple ou facile, alors en tout cas c'est facile à dire, mais plus difficile à faire, mais cette énorme contrainte finalement de devoir anticiper, de devoir cadencer nos approvisionnements et de regarder loin devant, ça nous a amené à une certaine rigueur, et surtout ça nous permettait de dire, bah voilà, l'année là on a fait 1300 vélos la première année, on va en faire 2005 l'année prochaine. Il faut qu'on était 10 ou 15 à la fin de l'année, il faut qu'on soit 30 l'année prochaine, il faut qu'on recrute 10 mecs en production, il va falloir qu'on renforce de ce côté-là, il faut prendre quelqu'un à la qualité, il faut prendre quelqu'un de plus au R&D pour développer les gammes d'après, il faut prendre deux personnes de plus sur le terrain pour ouvrir 50 magasins de plus, on va démarrer l'export, donc en fait finalement le fait de devoir dire, assez tôt et d'être trop obligé de le faire, une fois que vous avez lancé vos achats, il faut le faire, vous ne pouvez pas vous arrêter en cours de route. Et ça amène une rigueur et ça amène à anticiper aussi sur les besoins de recrutement. Mais, comme on l'a dit, quand vous êtes en pleine croissance, que vous êtes à bloc, vous ne le faites jamais assez tôt. On est toujours en retard, on disait, on prenait le terme de à l'arrache tout à l'heure, mais vous êtes toujours en retard un peu sur la structuration. Et le fonds vous aide justement à prendre ce recul, cette hauteur de vue et à regarder plus loin devant et à anticiper énormément de recrutement. Et ça, quand vous arrivez à le faire, ça vous amène beaucoup plus de sérénité et ça vous permet encore d'accélérer votre développement. Même si une particularité de la croissance, c'est quand même que vous ne savez pas toujours complètement ce qui va se passer demain. Donc vous avez beau anticiper certaines problématiques et les traiter, il y en a toujours des nouvelles qui arrivent entre-temps. Ça c'est quand même la magie de la croissance. Donc c'est quand même quelque part une vraie gymnastique, parce que on se remet en cause en permanence, donc c'est assez intellectuellement c'est assez sympa, mais c'est jamais confortable. Donc il faut l'avoir en tête, parce qu'on se repose. On se repose pas. En plus, nous, on est sur un marché qui est extrêmement porteur, avec des indicateurs qui sont ouverts de partout, à tous les niveaux, dans tous les pays. Donc, on sait que ça va durer. Mais c'est quand même plutôt sympa. Même si parfois on s'épuise, on craque pas forcément au même moment, donc on arrive toujours à se soutenir. C'est arrivé une ou deux fois où on était dans le dur, mais voilà, je crois que c'est une vraie particularité de la gestion de croissance, c'est qu'il faut vraiment ne pas avoir peur de se remettre en cause en permanence, et surtout ne jamais penser qu'on y est arrivé, parce que c'est là que tout s'arrête. Et on essaye aussi de... Quelle est la part des
une logique où on capitalise beaucoup en interne. En fait, on est dans une philosophie où on essaye de rapatrier un maximum de valeur dans les Vosges, mais plus précisément dans la boîte aussi parce que voilà, déjà parce que ça a du sens pour nous et puis ça a beaucoup plus de sens pour la marque. C'est pas toujours facile au début parce que souvent ça a un coût. C'est sûr que c'est plus facile de faire appel à une boîte de com au cas où ça marche pas, vous pouvez faire en machine arrière que d'embaucher quelqu'un à la communication parce qu'une fois que vous l'avez, il est là et puis il faut l'alimenter en permanence. Mais quand ça fonctionne, à chaque fois c'est un peu plus de compétences et puis vous solidifiez quelque part l'entreprise. Nous finalement c'est ce qui nous intéresse, nous c'est d'avoir l'entreprise la plus forte possible et le fonds et les apports ça a permis de le faire, mais à tous les niveaux et l'emploi c'est ça que ça a de bon aussi, c'est que finalement chaque personne qui rentre elle arrive avec un petit peu plus de compétences et ces compétences c'est bien qu'elles ne reposent pas sur les deux fondateurs. L'idéal pour la boîte c'est que finalement ça vienne au cas où il arrive quelque chose à un des deux ou aux deux, même si on fait comme pas trop de trucs ensemble. De l'avion peut-être. Non, on essaye. Non, justement, non, on essaye de pas prendre l'avion en même temps. On n'est pas là. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai qu'on est, voilà, on essaye plutôt d'internaliser les compétences que de. Quitte à multiplier les métiers finalement. Oui, il y a beaucoup de métiers chez nous. Il y a énormément de métiers. On a. Si vous devez recruter, je sais pas, 100 personnes par an, le service RH c'est quasiment une boîte de recrutement. Mais je disais, on n'a pas recruté assez tôt les RH. Ça je voulais rebondir là-dessus. Justement, on en parlait juste avant, c'était rebondir sur la structuration du service RH en interne à la société qui est en pleine croissance. Et c'est vrai que beaucoup de boîtes qui sont en phase de croissance n'ont pas leur propre service RH. Généralement, c'est la première, je dis pas que c'est la première personne qui va se voir confier la tâche, notamment de RH dans une start-up, c'est généralement le DAF qui prend un petit peu les rênes pour les recruter. Et c'est vraiment important de pouvoir se structurer assez rapidement. On voit beaucoup d'entreprises qui ne le sont pas assez et qui se retrouvent confrontées justement à une difficulté de bien structurer et de bien onboarder, on va dire, les bonnes personnes. Et c'était justement une question que j'avais, c'était à quel moment vous aviez justement intégré cette partie RH? Est-ce que vous avez considéré que c'était un peu trop tôt, un peu trop tard? En fait, on n'avait pas de DAF avant qu'il y ait un fonds, justement, ça fait partie le DAF vous aide aussi à mettre un certain nombre d'indicateurs, donc c'est, encore une fois, au début, vous dites est-ce qu'on a besoin d'un, c'est Greg qui a assumé cette responsabilité-là, ça faisait partie de ses compétences, donc c'est lui qui les aime, mais à partir du moment où le volume à traiter est relativement important, donc vous mettez un DAF qui s'occupe effectivement des RH, et puis très vite, avec le rythme de recrutement, vous dites le prochain recruté, c'est le RH qui va recruter les autres. Et ça, effectivement, on aurait pu l'anticiper, ça fait partie de... Alors c'est encore une fois grâce au fond, mais on aurait, avec du recul, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire plus tôt. C'est vrai que ce que disait Greg, ou sur les choses qu'on externalisait au départ, c'est des choses peut-être avec moins de valeur ajoutée, ça va pas être sympa pour les comptables, mais la compta c'est plus facile à externaliser que la R&D ou la... Je viens d'attendre dans la salle. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus simple, c'est pas un élément différenciant pour votre boîte, mais genre la communication, la R&D sont des choses, quand vous intégrez des nouvelles personnes, c'est des compétences en plus, et capitaliser sur les compétences, voilà, c'est ce qui fait la force de la boîte. On a les comptables en interne. On en parlait tout à l'heure dans la stratégie que vous avez développée depuis le début. Vous me disiez aussi que dès le début, vous avez misé sur la qualité, c'est-à-dire que vous ne vous êtes pas éparpillé, vous avez choisi d'avoir 7 modèles de vélo, c'est déjà pas mal pour une première année. Pourquoi 7 modèles de vélo? Quelle dimension vous avez choisi au départ quand vous vous êtes lancé? Est-ce que c'était une petite dimension et vous vouliez voir à peu près au fur et à mesure comment ça allait grandir, ou est-ce que vous avez tapé fort tout de suite? Parce qu'il me semble que vous avez tapé fort tout de suite, mais sur la marque en fait, sur la qualité. Vas-y, fais. Je ne sais pas si on a, en fait, si on a tapé fort ou pas. On a tapé fort en termes de, on était très différents en termes de produits, de marque. On est arrivé, on était visible en fait. Quand on est arrivé sur le marché, on est arrivé de manière visible et un peu disruptive.
7 modèles, c'était beaucoup et pas beaucoup à la fois. En fait, on se rend encore dans le contexte. Aujourd'hui, des vélos, l'année dernière, ils sont vendus 500 000 en France. En 2009, ils s'en étaient vendus 15 600. Donc, arriver à 7 modèles qui sont double du prix moyen, enfin même plus que le prix moyen en France, c'était 750 €, le prix moyen d'un vélo assistance électrique, parce que c'était essentiellement des produits d'import, à bas coût, bas de temps, etc. Donc, la proposition qu'on faisait, nous, elle était très différente de ça. Et finalement, les 7 modèles sont devenus... Le marché s'est ouvert, les pratiques se sont ouvertes. Nous, la conviction, en fait, on n'en a pas parlé, mais notre conviction de départ avec Greg, ce sur quoi on s'est retrouvé, cette passion du vélo, on est tous les deux passionnés, et on voulait ouvrir... Nous, c'était d'ouvrir l'usage du vélo. Et on s'était dit, l'électrique, c'est le moyen magique pour ouvrir cet usage. C'était notre conviction de base, ça vient encore aujourd'hui. Ça fait partie des fondamentaux de la boîte. Et on peut mettre plus de monde sur un vélo grâce à l'électrique. Et cette conviction de départ, vous avez 7 modèles, on avait 2 vélos urbains, un vélo urbain un peu plus sportif, 2 vélos de balade, genre de loisirs, et puis 2 VTT. Le marché du VTT, il n'existait pas du tout à l'époque. Mais finalement, avec ces 7 modèles, on couvrait déjà tous les usages plus ou moins présents, ou pas encore présents. On a fait un gros rôle d'éducation de marché, on a évangélisé un petit peu quelque part, en étant les premiers acteurs, on a porté la bonne parole de l'électrique. Et puis en fait, l'année suivante, vous dites, je peux monter un peu, je peux aller un peu plus en profondeur de gamme, donc je peux monter d'un niveau, et puis les VTT, on peut en faire en un nouveau moteur, on peut faire un VTT à double suspension, donc on va avoir plus de confort. Puis après, on dit, tiens, je voudrais bien un vélo pour aller travailler tous les jours, mais je voudrais bien aussi faire un peu tout un week-end. Vous créez une famille de produits qui n'existe pas, qu'on appelle les X-Road, qui permettait ce double usage. Donc finalement, la gamme, on était à 7 modèles, on est à 70 aujourd'hui. On couvre toujours tous les usages, mais on sait... Il y a plus d'usages, c'est ça. Il y en a encore d'autres à venir, il y a plus d'usages, mais on est resté centralisé. On parlait aussi parfois de l'opportunité ou pas, des possibilités ou pas de s'éloigner un peu ou d'explorer certaines pistes. On est quand même resté assez centralisé sur notre business model et sur les fondamentaux de la boîte, aussi parce que notre marché à lui seul, il avait une croissance organique suffisamment forte pour pas qu'on s'éparpille. On s'est posé la question, on parlait tout à l'heure, la trottinette électrique, est-ce qu'on en fait? Oui, non, c'est un outil de mobilité qui peut être pertinent dans certains cas. Est-ce que c'est moustache ou pas? Non. Puis quand votre marque, on s'est posé la question de faire des vélos non électriques, finalement vos ressources, encore une fois, vous êtes toujours en retard, donc elles sont limitées par rapport à vos besoins de développement, produits, etc. Même si vous recrutez, le temps que les gens s'intègrent, prennent la main. Donc vous vous focalisez sur ce qui fait réellement la boîte, les fondamentaux de la boîte. Et puis effectivement, vous élargissez au fur et à mesure. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas explorer certaines pistes. On en a exploré, on en a imaginé plein. Puis des fois, je dis non, vous ne le faites pas. On parlait aussi souvent de levier de croissance, c'est-à-dire que la croissance, elle peut vous faire exploser en plein vol. On a souvent dit, on n'a pas tiré sur tous les leviers. C'est-à-dire qu'on a parfois doublé d'une année sur l'autre, et doublé de taille. Il faut imaginer que vous avez l'année d'après, vous avez deux fois la boîte d'avant à gérer. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire le double de personnes, le double d'engagement. Intellectuellement, on disait, faire les coups de mousse, c'est parce que c'est quand même épuisant. La gymnastique, y compris, et la remise en question permanente de nous-mêmes, des équipes. Les équipes, quelqu'un arrive nous créer un service, administration des ventes. Là, il y a une personne au début, l'année d'après, ils sont 3 ou 4. Donc c'est pour vous et pour les équipes, c'est pas simple. Et en fait, si vous tirez trop de leviers en même temps, c'est aussi ça qui peut vous faire exploser en plein vol. Donc savoir où vous allez, vous posez les questions du pourquoi vous faites des fonds, pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça. La question du pourquoi, elle est aussi hyper importante sur les périodes de croissance. Je fais le lien parce qu'on parlait vraiment de ça, le débat en fait qu'on a eu, c'était de savoir si au fur et à mesure qu'on grandit, on change de modèle économique ou pas. Parce que le marché sur lequel on est, il est aussi changeant, il est en croissance. Vous dites, vous avez participé à l'éducation de ce marché. Donc c'est la question qu'on se posait avec Philippe tout à l'heure, parce que toi tu disais, oui, parfois il faut aussi revoir son modèle économique parce qu'en fait nos clients sont plus les mêmes, le marché évolue, ça va vite. Oui, je rebondis très rapidement sur l'élément précédent, en fait, sur le fait les paliers de croissance. C'est-à-dire qu'il y a certaines boîtes, on en parlait tout à l'heure, qui ont une trajectoire de croissance tellement importante qu'à un moment donné, ils ont besoin peut-être, ou pas, de moments de ce que j'appelle de respiration, pour que l'entreprise revienne finalement sur le produit, pour y faire des embellissements techniques, pour le retravailler.
Alors vous me direz, si on s'arrête à un moment donné sur le produit et qu'on va moins vite, effectivement nos concurrents vont nous dépasser. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a des boîtes qui vont tellement vite, qui ont besoin de respirer un peu, de revenir un peu sur les fondamentaux du produit, de refaire un peu d'innovation, et ensuite de repartir, si j'ose dire. Donc ça, j'imagine que c'est certains éléments que vous avez pensés, on va dire, ces dernières années. Et après, je rebondis sur le modèle économique. Donc, juste très rapidement sur l'innovation, elle est structurelle chez nous, elle est permanente. C'est-à-dire que le service R&D, c'est un des services qui a le plus grandi également. Donc tous les ans, vous remettez, il y a des effets de collection de millésimes, un peu comme, alors c'est moins marqué maintenant, et fort heureusement, mais vous êtes, et surtout quand les marchés, quand les usages s'ouvrent, pour arriver des 7 vélos de départ aux 70 d'aujourd'hui, ça veut dire que tous les ans vous en développez des nouveaux, tous les ans vous en renouvelez, il y a des évolutions technologiques, il y a tout un tas de choses. Alors, il y a des évolutions que vous maîtrisez, il y a des évolutions de certains de vos fournisseurs que vous subissez. Je crois que c'est en 2018 ou 2009, il y a une évolution du moteur chez Bosch et de la batterie qui nous impose à renouveler d'un seul coup 70% de la gamme, 70% des cadres. Et là, c'est un travail colossal. Donc là, l'équipe R&D et tout le monde. Mais vous pouvez, enfin, tout le monde a joué le jeu. Il n'y avait pas le choix, il fallait le faire. Mais par rapport à un produit qu'on lance, qui a une durée de vie ou qui peut être stable pendant longtemps, nous, les produits sont renouvelés. Enfin, ils évoluent rapidement parce que tout évolue rapidement, l'environnement concurrentiel, ce qu'on peut faire avec un vélo assistance électrique, les idées qu'on a, et c'est ce qui nous pousse et ce qui tire aussi vers l'avant. Peut-être pour conclure, on parle je pense que c'est important au moment où on démarre l'entreprise de connaître précisément ses fondamentaux, parce que nous, au niveau de l'ADN, on avait quand même des marqueurs forts quand on a démarré. On était 100% électrique, on a été les seuls à faire ça, et on est encore un des seuls dans le milieu du cycle, en tout cas, à couvrir tous les usages. Et c'est vrai que la croissance, elle vous amène à partir un peu dans toutes les directions, mais très souvent, en fait, on se posait tous les deux, et on avait tendance à un moment de l'année à rationaliser, en fait. Pourquoi on fait les choses, et est-ce que cette idée que j'ai eue à un moment, ou cette autre idée, elle a du sens maintenant, ou est-ce qu'il vaut mieux la décaler dans le temps? Et c'est vrai qu'on aurait pu se perdre à plein de moments. On a eu plein d'opportunités, que ce soit sur des produits ou que ce soit sur des marchés, parce qu'il y a un moment, c'est très excitant de se dire qu'on peut continuer à exporter. Peut-être qu'on pourrait ouvrir 3 ou 4 marchés sur une année plutôt que 2. Et ce qui est important, en fait, c'est que cette croissance, il faut toujours la garder sous contrôle. Donc c'est énorme, comme le disait Manu tout à l'heure, c'est énorme de passer de doubler la taille d'une boîte d'une année sur l'autre. Et ça modifie tout. En revanche, ce qui est important, c'est de savoir qu'il ne faut pas faire plus que x2. Et c'est ça aussi le job dans la gestion de croissance, c'est de se dire, si je fais x2, ça va être dur, mais ça va passer. En revanche, si je fais x3, là le château va peut-être s'effondrer. Et justement, je me demandais, est-ce que vous avez, par exemple, vous doubliez le chiffre chaque année, est-ce que vous avez par exemple doublé vos investissements de communication systématiquement, ou voire même plus? Et est-ce que finalement c'est votre volonté par la com, ou est-ce que c'est aussi une part de, entre guillemets, croissance subie, si on peut dire, avec la croissance du marché organique, croissance organique du marché plutôt? En tout cas, voilà, quel est le lien entre votre volonté de croissance d'investissement dans la com et il y a des efforts commerciaux surtout, genre au-delà de la com. Ouais. La com, c'est un élément support de notoriété ou autre, mais genre ce qu'il fallait aller faire, genre les premiers vélos, je me souviens Greg, quand il est parti fin 2011 avec les 7 protos dans la camionnette, à faire le tour des magasins un par un, et hop, il descend, premier stop à Dijon, c'est bon, j'ai vendu un vélo, c'est super, t'as payé l'essence. Deuxième stop à Lyon, j'ai vendu 2 vélos, t'as payé l'hôtel. Non mais c'était ça, genre les premiers vélos c'était un par un, et puis il fallait y aller, et puis donc valider, et finalement c'est dans la structuration de votre réseau commercial, d'ouverture de points de vente, de renforcement de votre position de point de vente, effectivement.
effectivement de communication en termes de notoriété, investissement, revues, etc. publication. Donc, Au début, on essayait d'avoir beaucoup de com gratuite. Forcément, essayer d'en avoir le maximum en payant le moins possible. C'est un peu le jeu, notamment avec la presse spécialisée. Aujourd'hui, on est comme tout le monde, on a un pourcentage de notre chiffre d'affaires qui est dédié à la communication. Après, on peut aussi, par moment, décider d'appuyer un peu plus fort ou au contraire de temporiser, comme en ce moment par exemple, où c'est très compliqué au niveau des approvisionnements. On a des grosses difficultés à livrer, donc on a des clients qui reçoivent des vélos très en retard. Donc là, la communication, on temporise, parce que vous n'allez pas générer de l'intérêt pour... vous allez peut-être générer de l'intérêt d'un côté, puis en fait ça va se transformer en grosse frustration de l'autre. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez une croissance qui est bien supérieure à celle du marché. Alors oui, on a toujours tendance à surperformer par rapport au marché. C'est aussi qu'on est parti de zéro, donc forcément vous affichez des taux de croissance significatifs aujourd'hui. Mais on est, oui, je pense que ce côté pionnier sur le marché français, sur des marchés, on est aussi positionné sur des marchés qui se développent très fortement. Le marché français, il a énormément de potentiel et en plus on est historiquement la marque leader sur le segment premium, donc ça un phénomène accélérateur. On n'en a pas beaucoup parlé aussi, l'export a été un vecteur de développement aussi, et finalement on a pu le faire à la fois grâce au travail commercial, mais qui a pu s'appuyer sur les produits. C'est-à-dire que nos produits étaient aussi compatibles avec les marchés export, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous avez des produits qui peuvent être très spécifiques sur un type de marché. Alors, par exemple, la Hollande, c'est plus compliqué pour la Hollande, parce qu'ils font tous, la taille moyenne c'est 2 mètres de haut, donc ne serait-ce que par la taille des... C'est cliché, je suis désolé, mais c'est quand même un peu le cas. Et ils roulent les vélos de manière un peu différente, c'est beaucoup plus urbain, ils n'ont pas les mêmes... tout est beaucoup plus fluide. Ils n'ont pas besoin de gros freins, par exemple. En France, on est mixé avec la circulation, donc il faut des freins puissants. En Hollande, ils ont surtout des gros ralentisseurs quelque part. Donc il y a des différences culturelles comme ça, qui fait que votre produit peut être à un moment donné un peu moins adapté à un marché qu'un autre. Ça peut être dans une région, même en France, vous avez des spécificités qui peuvent être un peu différentes sur l'ouest, l'est, le nord, le sud. En Allemagne, c'est pareil. Un mountain bike en Hollande, c'est bon. Ah, ils ont plus des vélos pour rouler sur la plage, il y a des différences. Donc, mais malgré tout, genre notre gamme, ou l'essentiel de notre gamme, alors on ne pas toujours effectivement les mêmes vélos dans une région ou dans une autre, mais l'essentiel des vélos de la gamme pouvait être exporté. Et on a démarré depuis, dès la première année, en 2012, on avait un client en Suisse qui a un marché qui est hyper exigeant, mais le niveau des choix qu'on avait fait en termes de qualité, en termes d'innovation produit, nous ont permis de le faire. On a beaucoup de concurrents qui sont inspirés de ce qu'on avait fait. D'un côté, voilà, ça peut satisfaire un peu votre ego, c'est jamais non plus plaisant quand vos concurrents s'inspirent beaucoup de ce que vous faites. Mais au moins, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie et c'est à vous justement de conserver cette longueur d'avance, d'innover en l'innovation et quand vous avez stabilisé, j'ai stabilisé la croissance. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, quand vous êtes quand vous avez calé un certain nombre de choses, que la boîte est sereine, c'est ce qui vous permet effectivement de continuer à poursuivre votre développement produit et commercial. Oui, pour conclure, tu l'as dit, stabiliser la croissance. Je pense qu'il est vraiment important, c'est que l'entrepreneur doit avoir toujours en tête, c'est face à cette hyper croissance, c'est de garder le cap, garder la vision finalement de l'entreprise, parce que certains entrepreneurs, face à une hyper-croissance, peuvent avoir tendance un peu à se perdre parce qu'ils ont un comité de direction ou parce qu'ils ont des associés proches, ils ont ce cercle proche décisionnaire qui n'est pas assez musclé. Ça, c'est quelque chose qui est très important à un moment donné. Mais voilà, garder ce cap, garder cette vision, parce qu'il y aura des moments de faille pour lesquels les associés, les actionnaires, les salariés devront faire face. Et je pense que c'est très important. J'étais revenu tout à l'heure sur la culture de l'entrepreneuriat, sur les valeurs véhiculées par l'entreprise. Je pense que c'est quelque chose qui doit être aligné, renforcé au fur et à mesure que l'entreprise croît. Merci à tous pour votre intervention. Est-ce qu'on a des questions dans la salle?
départ très opérationnel. Je voyais bien effectivement Greg charger des choses dans une camionnette pendant que vous les montiez peut-être la nuit. Comment elles ont évolué aujourd'hui? Est-ce que c'est simplement des fonctions de recul? J'imagine que non, bien évidemment. Mais quelles sont vos missions de management aujourd'hui par rapport à ce qu'elles étaient? Et puis surtout, comment vous le vivez finalement? Parce que c'est plus la même entreprise. Et donc forcément, c'est plus la même vie. Et comment vous le vivez à titre personnel? On le vit bien. On est comblé. Non, on est. Mais par rapport à ce que vous faites finalement. Ouais, non, pardon, je commence à raconter beaucoup de bêtises. On est fatigué donc. Non, il arrive, c'est beaucoup trop sérieux toutes ces questions. Non, on le prend bien. Après, sur la partie métier, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait on apprend en permanence à travers cette croissance. Et vos missions aujourd'hui, votre poste, notre poste, il était complètement opérationnel au départ. On a eu une phase où vous faites à la fois de l'opérationnel pur et puis aussi du très stratégique. Aujourd'hui, on essaye quand même de se concentrer sur la vision, hein. C'est quand même l'objectif. On essaye aujourd'hui de se reconcentrer sur ce qui a fait la valeur du binôme au départ. Et c'est important de réussir à s'en extraire, de s'extraire un peu de l'opérationnel, parce que ça peut vite vous bouffer toute la bande passante. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire. On a la chance d'avoir des super équipes autour de nous, donc c'est aussi ça, hein, qui vous permet à un moment de vous dire je peux sereinement... C'est-à-dire que vous avez un codir et vous êtes un peu plus... Ouais, c'est ça, exactement. Et nos journées, forcément on a encore de l'opérationnel, parce que ce soit Manu côté fournisseur ou moi côté client, on a encore le téléphone qui sonne de gens qui tiennent à échanger uniquement avec nous. Donc c'est toujours sympa, parce que ça permet aussi de garder un pied sur le terrain, que ce soit chez les fournisseurs ou les clients. Mais là, l'idée, non, c'est vraiment on est quand même dans un environnement qui est devenu très très concurrentiel, où on a vraiment besoin de réfléchir à quel sera notre positionnement dans 2, 3, 5 ans, et c'est ça qu'on essaie d'organiser. Ça va au-delà même de l'aspect concurrentiel. On vit quand même un certain nombre de changements en ce moment. Donc juste pour revenir effectivement sur ce que disait Greg, ça va très vite à un moment d'être trop absorbé par le quotidien, et même si on reste très impliqué, genre moi sur la R&D et Greg sur la partie commerciale, ça devient nécessaire à une certaine étape d'avoir les équipes suffisamment fortes pour prendre le recul, et puis ce que disait Greg, de reprendre ce qui a fait la force du projet au départ. Quel conseil vous donneriez du coup pour aussi se préserver en tant que personne? Quand on est tout seul, vous êtes deux, on peut aussi être tout seul. Voilà, comment on se préserve, comment on a tout le côté perso aussi à côté, la famille qui voit tout l'investissement qu'on peut avoir. Quel conseil vous donneriez sur le niveau d'investissement qu'on peut donner, et peut-être comment gérer ça en fait? Non, c'est pas facile, surtout que nous... Question suivante. Non, on a abordé une notion tout à l'heure qui était importante à travers le fond, les échanges, en face la solitude de l'entrepreneur. Je crois qu'il y a une notion un peu collective, et c'est quand même important, comme le disait Manu tout à l'heure, de partager aussi les emmerdes, parce que quand ça va bien, c'est facile, hein. Il y a toujours des gens qui sont là pour venir boire une coupe. Mais quand il s'agit de mettre les mains dedans, c'est plus compliqué. Donc moi je pense que partager, c'est de toute façon la clé. Après l'investissement, nous honnêtement il était total, hein. Les premières années, il y avait, c'était quelque part 100% de sacrifice, aussi que ça nous plaisait, mais on n'a pas du tout limité l'engagement, hein. Et aussi parce que on avait tout investi financièrement, c'était beaucoup, hein. On a démarré avec près de 500 000 € qui étaient purement perso, alors de nous deux ou de la famille, mais c'était à la fois 10 années d'économie des jobs qu'on avait eu avant,
plus de l'argent qui n'était pas le nôtre. Donc quand vous empruntez de l'argent à la famille, c'est encore pire qu'utiliser votre propre argent. À la limite, on en discutait tout à l'heure, vous avez une subvention, bon bah à la limite, voilà, en faites mauvais usage, perso c'est pas bien grave. Mais quand c'est l'argent de la famille, vous y faites attention. Donc on n'a pas vraiment de leçon à donner, mais je pense que partager c'est quand même bien, parce que parfois on a peur aussi de confronter certaines situations dans lesquelles on est, parce que on s'enferme un peu dans certains schémas de pensée, et après l'engagement Ce qu'on a fait, c'était risqué. Avec du recul, je ne sais pas si je le conseillerais à tout le monde, c'était très risqué. Mais on avait un point qui est important, c'est l'entourage familial. C'est que quand votre entourage a pleinement confiance dans votre projet, ça vous donne aussi, ça sécurise beaucoup de choses. Et puis il faut accepter à un moment donné, si on avait foiré le coup, il fallait accepter de repartir de zéro. Vous avez 10 ans de vie, vous cramez tout d'un coup, parce que vous êtes trompé, il faut repartir salarié, rebondir autrement. Donc il faut accepter finalement cette éventualité, parce qu'elle est possible tout au long d'une vie d'une boîte. Rien n'est jamais acquis. Donc il faut se dire, est-ce que je prends ce risque, je l'assume, la famille l'assume, ça c'est hyper important. Et puis si jamais ça se passe mal, il faudra repartir de zéro, puis on construira depuis zéro. Mais quand vous savez, on était tellement convaincus de ce qu'on voulait faire, on avait quand même, on parlait de peu de données, etc., mais on avait vraiment cette conviction profonde. Ça suffit pas toujours, mais on avait quand même éprouvé un certain nombre de choses, on avait testé, on avait la confiance de nos fournisseurs, ça c'était un élément, on n'avait pas parlé. Mais nos fournisseurs, quand on a réussi à convaincre Bosch, qui était quand même pas simple, je me souviens de la réunion où on a eu le go, on a eu le droit d'être client, c'était un événement pour nous. On avait notre fabricant de cadres qui est à Taïwan, qui nous a fait confiance, qui a fait confiance dans le projet, et tous ces éléments-là, finalement, le fait que des gens nous fassent confiance, croient dans le projet, c'était aussi, ça voulait dire qu'on était probablement dans la bonne direction. Mais après, des faux pas, vous pouvez en faire un certain nombre. Donc c'est que si vous faites un faux pas, que ça n'a pas trop d'influence sur la boîte, il faut s'autoriser. Vous en faites des conneries, vous en ferez. Il faut juste les rectifier, et puis ne pas poursuivre dans une direction si jamais ça va pas. Mais il faut accepter de faire des conneries, parce que de toute façon, c'est inévitable d'en faire. Mais l'entourage familial, c'est important. Oui. Je voulais savoir si un jour vous envisagiez au moins d'implanter la production des cadres en France. Et si c'est un projet de savoir-faire. Non, oui, depuis le début, en fait, le modèle économique qu'on a choisi, on l'a fait en fonction de l'environnement concurrentiel. On s'est posé la question au départ, est-ce qu'on peut fabriquer le cadre en France? On avait évalué certaines pistes, notamment avec des gens qui étaient à l'époque dans l'industrie automobile, qui démontaient des boîtes, qui avaient un certain savoir-faire qui pouvait être appliqué au vélo. Ça n'a pas pu se faire parce que en fait, la boîte a préféré démanteler son usine que de la reconvertir. C'était un choix stratégique. Enfin bref, on a évalué un certain nombre de pistes, et si on l'avait fait, on aurait végété. En fait, nous, nos concurrents étaient internationaux. On a dit, il faut qu'on joue avec les mêmes règles. Sinon, on ne va pas y arriver. Et on connaissait, par expérience, on connaissait cette structuration, ce business model. Donc on dit, on l'applique. On s'est dit, on s'est appliqué à créer de la valeur en France. Et ensuite, de rapatrier à chaque fois tout ce qu'on pouvait. Déjà, on avait la fabrication, l'assemblage en France. On a beaucoup de nos concurrents, nos voisins allemands, ils font fabriquer ou dans les pays de l'Est, beaucoup au Vietnam, y compris l'assemblage. Pardon ? Dans un catalogue, pareil, aussi beaucoup, effectivement. Donc nous, on développait, il n'y a aucune pièce, nos cadres sont de développement propre, etc. Donc on a fait ce choix-là de travailler avec finalement les mêmes contraintes ou les mêmes possibilités que les autres. Et ensuite, de se dire, au fur et à mesure, on rapatrie. Donc il y a des choses qu'on peut traiter, qu'on fait maintenant en interne, et on a aussi effectivement un certain nombre de projets sous le coude, dont je ne peux pas parler tout de suite, mais sur la production beaucoup plus locale. Mais là, c'est pas le thème du jour. C'est un bon teaser pour la suite ou pas? Bon. Attends, il y a une question là. Ouais. Il y a
Et comment est-ce qu'on peut choisir en fait à quel interlocuteur financier on va s'engager? Alors moi je peux te répondre côté entrepreneur, c'est que la finalité, c'est toujours un fit humain. C'est toujours ça. C'est ça. Il y a des gens avec qui tu as envie de travailler, et puis il y en a d'autres avec qui tu ne te sens pas d'avancer. Parce que c'est quand même important, hein. C'est un associé de plus que tu as rencontré, allez, 5 et 10 fois. Et il y a toujours un gros enjeu derrière. Donc c'est toujours le côté humain qui a primé. Et nous, si on n'avait pas été d'accord, de toute façon Manu et moi, sur l'équipe avec laquelle on avait envie d'avancer, on ne l'aurait pas fait. Mais quelle que soit la taille, quel que soit le format de l'investissement, c'est toujours ce qui a primé, parce que c'est quelque part un membre ou des membres de l'équipe en plus. Donc nous, on a une vraie culture dans la boîte, et tu as besoin de retrouver cette compatibilité. Donc il y a des gens, tout de suite, tu sens qu'il y a une bonne compréhension du métier, de l'état d'esprit, et puis ça marche, et puis d'autres où ça marche pas. Donc c'est plus la discussion au restaurant qui prime que la discussion face au tableau Excel, quoi. Bah, c'est les deux. De toute façon, tu sais, le tableau Excel, je veux dire, ils font tous le même métier, ils ont tous les mêmes méthodes de calcul. Alors ils n'utilisent pas tous les mêmes, mais à la fin, les résultats quand même convergent. Tu as une petite, course aux enchères à la fin, surtout s'il y a pas mal de gens qui veulent se positionner sur le dossier. Mais honnêtement, c'est quand même le côté, le côté humain à la fin qui fait la différence. Il y a aussi parfois des choix qui sont faciles à faire, ou à éliminer en tout cas. Vous y allez un peu par élimination. Au début, vous avez des gens, on parlait de différents types d'investisseurs qu'on a pu rencontrer. Les premiers qui tapent à la porte, c'est souvent des privés qui ont fait fortune, qui ont réussi dans un domaine, qui viennent nous voir, ça a l'air de marcher votre truc, c'est bien, je peux mettre des billes, et puis attendez, on peut faire ça. Ils ont tout fait, ils connaissent tout, et puis ils peuvent dupliquer leur modèle, ils ne connaissent pas votre cœur de métier, mais ils vous disent comment il faut faire. Et là, en fait, peut-être il y en a des très bons, et qui, effectivement, mais c'est plus, en fait, quand c'est un fonds un peu plus structuré, avec une équipe, vous voyez plusieurs personnes, des gens qui ont des outils, c'est différent de ce type de cas de figure. Je dis pas que tous peuvent être donneurs de leçons, vous dire comment il faut faire, mais disons que c'est plus présent probablement chez des investisseurs qui ont réussi, qui ont fait fortune dans un domaine ou un autre, peut-être vous dire comment il faut faire. Et puis on parle aussi par exemple de fonds, enfin, ou d'industriels. Il y a des industriels qui peuvent être intéressés pour compléter, ils ont déjà un portefeuille de marque, ça commence à ressembler à quelque chose, je peux les intégrer. Mais là en fait, un industriel, vous n'êtes plus à l'inverse d'un partenaire financier qui est un outil, finalement vous avez un outil de plus pour développer la boîte, mais un industriel, il va pouvoir faire des choses, enfin c'est plus vous les patrons. Là les rôles ils sont clairement établis. Nous on est des patrons, puis vous avez des actionnaires dans leur rôle d'actionnaire. Mais c'est vous qui dirigez la boîte. Et là, les missions, elles sont clairement établies. Quand c'est un industriel, il peut avoir envie de dire, non, on va plus fabriquer des vélos à Épinal, mais on va les fabriquer dans l'usine à tel endroit, ou ceci ou cela. Et ça, vous n'avez pas forcément la main. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas. Donc ça vous permet déjà d'éliminer, en tout cas, certaines opportunités. Puis après, le fit humain et les outils aussi, parfois, il peut y avoir un peu de différence entre les outils et la façon d'aborder une problématique ou une autre. C'est des éléments qui vous aident à faire le choix. Mais c'est sûr que des fois vous engagez sur, voilà. Vous avez été conseillé? Oui, on a été conseillé, tout à fait. Je pense que vous avez tout dit, effectivement, le fit humain, c'est le plus important. L'Excel, généralement, il est faux, mais pas parce qu'il a été mal fait, mais parce que le jour d'après, c'est un autre, on est sur d'autres indicateurs. Donc le fit humain, évidemment, c'est très important. Le choix de l'investisseur, évidemment, outre la question du corporate, de l'industriel qui est très importante, parce qu'elle va conditionner très rapidement l'évolution de la boîte. Le fonds d'investissement, effectivement, qui doit être identifié, c'est celui, évidemment, qui a de près ou de loin une appétence, une compétence sur le sujet. Donc il faut qu'il soit à l'aise sur le produit, il faut qu'il soit à l'aise sur le marché. Et de plus en plus, on assiste à des fonds d'investissement qui, non seulement, évidemment, vont pouvoir apporter du cash, mais aussi une expérience derrière. On a de plus en plus de fonds d'investissement qui créent leur propre académie, leur propre réseau, leur propre mentor, qui vont pouvoir apporter une profondeur de réseau, apporter des synergies avec notamment des boîtes qui sont dans leur propre portefeuille. Donc il y a un gros travail en amont d'identification de ces fonds d'investissement-là. Et puis après, voilà, encore une fois, c'est un fit humain,
la première personne que vous allez rencontrer du fonds, je ne dis pas que c'est celle qui va être dans votre board, mais ça se passe souvent comme ça. Donc il faut qu'il y ait un aliment d'intérêt humain, on va dire, dès le départ. Mais les fonds d'investissement aujourd'hui se disent généralistes, mais elles ont toutes une appétence, une préférence sur certains secteurs, parce que leurs souscripteurs lambda, institutionnels, apportent de l'argent pour le faire fructifier sur certains secteurs en particulier. Et effectivement, il est important de pouvoir les identifier à ce niveau-là. Et faites-vous accompagner, si c'est une question qui se pose, faites-vous accompagner, c'est essentiel. Oui, parce que je dis toujours, la levée de fonds, c'est chronophage et c'est anxiogène. Et à la fin de la levée de fonds, qui dure entre 4 et 9 mois, vous retrouvez des CEO parmi ceux qui ont été mal accompagnés, dans une situation psychologique généralement qui est pas fameuse. Parce que ça prend du temps, parce qu'ils ne sont pas préparés au rouage des discussions, des négociations. Donc effectivement, l'accompagnement en amont est très important, parce que une levée de fonds, ça appelle à respecter des codes, des normes que l'écosystème des fonds d'investissement veut. Et effectivement, être préparé le plus en amont possible est extrêmement important pour le propre fondateur, mais également pour les équipes après. Et est-ce qu'il vous a accompagné? C'est quelqu'un que vous connaissiez déjà de longue date pour les mêmes raisons, c'est-à-dire de fit humain, etc. C'est encore notre expert comptable qui nous a fait rencontrer des équipes avec qui il travaille, avec qui il a déjà travaillé. On n'a pas eu les mêmes sur la première et la deuxième opération. Oui, j'imagine. Donc c'était aussi un écosystème local qui vous a permis de rencontrer, d'entrer les bonnes personnes. Sur le premier, oui, c'était local. Voilà. Sur le deuxième, à l'inverse, c'était le fonds présent où là vous faites coacher et d'autres accompagnants. C'est intéressant. Vous choisissez un accompagnant sur la base d'un pitch, puis ensuite qui vous fait rencontrer, qui a une connaissance parfaite des différents interlocuteurs et qui va pouvoir vous dire, justement, en parlant de l'orientation de l'un de l'autre, des avantages de l'un ou de l'autre, c'est un cabinet de comptable local ou national, international? Non, local. Oui, donc c'est intéressant de savoir qu'au départ, accompagné d'un cabinet d'avocats plutôt national. Tout le monde veut le numéro du comptable. Il est à la retraite. Non, mais en fait, ce qui est important, c'est que vous ayez, c'est que les gens qui vous accompagnent aient une connaissance précise des fonds auxquels vous allez vous adresser. C'est ça, c'est que vous avez besoin d'infos de l'intérieur. Ça sert à rien de solliciter, parce que sur la dernière opération, alors c'est vrai que c'est extrêmement chronophage et extrêmement épuisant. Nous, les moins bonnes années Moustache sont celles où on a dû bosser sur des opérations, parce que ça vous prend une partie énorme de votre temps. Et quand vous devez rencontrer au départ peut-être une vingtaine de fonds, faire des présentations qui durent plusieurs heures, et que tout ça ça passe dans un entonnoir et qu'à la fin vous devez décider, il vaut mieux quand même que même les premiers soient des gens qui soient potentiellement intéressants. Donc effectivement, il y a souvent des synergies entre les participations, les fonds sont souvent habitués à traiter. Voilà, nous, il y avait des marques qui faisaient partie des fonds qui résonnaient en nous, parce qu'on se disait, tiens, il peut y avoir telle similitude, ou ils ont rencontré telle problématique, ça peut être intéressant pour nous. Vous saviez toutes les marques dans lesquelles ils avaient investi, par exemple? Oui, généralement, vous le savez dès le départ. Pas de concurrents, ou voilà. Et c'était pas forcément dans le vélo. Hein. Okay. On va prendre une dernière question, si quelqu'un en a une, sinon on passe à l'apéro. C'est vous qui décidez. Personne va lever là. Tout le monde a faim là. Combien de temps entre votre rencontre et le premier vélo vendu? C'est une bonne question ça. Première rencontre, c'était fin 2010. Et le premier vélo vendu mais pas livré, c'était fin 2011. Ouais. Premier vélo vendu, c'était fin 2011, livré probablement en janvier ou en février 2012. Mais le gars, voilà. Donc 2 ans quoi. Une année. Ça serait plus aujourd'hui, mais une année. Donc fin 2010. On avait bossé, quand on disait qu'on bossait beaucoup, c'était vraiment jour et nuit et jour et nuit. Et nuit et jour. Ouais. Il y avait une question juste parce que vous n'avez pas encore eu la parole, donc si vous voulez poser votre question. C'était juste du coup après les levées de fonds, je voulais savoir si vous êtes resté
resté majoritaire, si vous avez plutôt vendu des actions du coup de décision ou financières. Alors dans les prises de participation, il y a deux sujets. Il y a la partie capitalistique, où là, voilà, vous répartissez le capital. Donc sur la partie capitalistique, nous sur la première opération, c'est un point aussi qui est très important, c'est qu'on a fait rentrer un fonds majoritaire parce qu'on le voulait actif à nos côtés. C'est souvent une grosse différence, c'est que si vous faites rentrer un fonds minoritaire, il va vous apporter de l'argent, mais quelque part il va vous regarder bosser. À partir du moment où vous faites rentrer un fonds majoritaire, généralement c'est des gens qui sont, on dit beaucoup plus hands-on, ils sont plus de actifs. 50% du capital, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et après, il y a la partie juridique, qui est tout autre. C'est-à-dire que vous pouvez être minoritaire, mais avoir des droits de veto partout. Et là interviennent les avocats pour bosser sur ce sujet-là, parce que finalement c'est encore plus important que la partie capitalistique. La partie capitalistique, c'est purement la propriété. Donc après, je veux dire, c'est un raisonnement, c'est purement personnel. Hein. Soit vous voulez être 100% propriétaire de votre boîte, soit ça vous dérange pas d'en avoir qu'une plus petite partie, mais ce qui vous anime, c'est finalement de la faire vivre, ce qui est plutôt notre cas. Donc voilà, il faut bien dissocier les deux sujets. Être minoritaire, ça ne veut pas dire ne plus prendre les décisions capitales pour les entreprises. Vous aurez besoin de les partager, et il y a des règles, il y a un pacte d'associés, il faut dire qu'il est très épais chez nous, mais on n'a pas besoin de lever le petit doigt pour changer la marque du rouleau de papier toilette. C'est vrai que c'est une question qui est importante, parce que ça vous amène à vous poser un certain nombre de questions sur le pourquoi, justement. On revient tout à l'heure, et nous on s'est toujours dit, on préfère, si on était peut-être resté, ou si on s'était structuré différemment, on aurait pu exploser en plein vol, on aurait pu avancer moins vite, et nous on a voulu, on a fait le choix peut-être de lâcher peut-être un peu plus que d'autres, mais comme l'a dit Greg, d'avoir des gens actifs à nos côtés, qui sécurisent encore plus la boîte, qui nous permettent de nous concentrer sur ce qu'on savait faire et bien faire. Donc, ça ne nous dérangeait pas d'avoir un peu moins d'une boîte qui performe que d'un peu plus qu'une boîte qui avance moins vite. Pour faire simple, en gros, notre schéma, il était de cet ordre-là. Et comme tout le reste, on avait un outil investisseur à nos côtés, et on était les patrons. Ça aurait été différent, encore une fois, avec un industriel, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, mais nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir mettre en place la stratégie, avancer, développer la boîte. Et ça, de ce point de vue-là, quels que soient les fonds, les premier ou deuxième EP, ça n'a pas changé de ce point de vue-là. C'est nous qui sommes les dirigeants et qui faisons évoluer la boîte. C'était hyper important pour nous. Merci beaucoup, merci à tous d'être venus aussi nombreux.